Je me souviens encore du poids de cette pluie glaciale qui tombait sur mes épaules ce soir-là, tandis que mon frère François me poussait hors de la maison de nos parents. « Tu n'es plus bonne à rien », avait-il craché avec un mépris que je n'oublierai jamais. C'était 3 semaines après l'enterrement de maman, et mon monde s'était effondré en fragments si petits que je ne savais même plus qui j'étais. Je m'appelle Elisabeth Moreau, et ce que je vais vous raconter est l'histoire de comment j'ai perdu tout ce que j'avais pour découvrir tout ce que je pouvais devenir. La nuit où tout a changé, je me tenais sous l'auvent d'un commerce fermé rue de Rivoli, tremblant de froid et de désespoir. Paris brillait de ses lumières nocturnes, indifférentes à ma misère. Les calèches passaient en éclaboussant les flaques, transportant des femmes élégantes vers des théâtres et des dîners mondains, pendant que moi, à 23 ans, je ne possédais rien d'autre que la robe mouillée sur mon dos et un petit sac contenant une photographie de mes parents et le collier de maman. François avait gardé la maison, les meubles, tout l'héritage, prétendant que, selon la loi, tout revenait au fils. Mes protestations n'avaient servi à rien face à son avarice et à la complicité de sa femme Hortense, qui m'avait toujours détesté. Les jours suivants furent un cauchemar éveillé. J'ai dormi dans des hospices pour femmes où l'odeur de pauvreté et de désespoir était si épaisse qu'elle semblait coller à la peau. J'ai cherché du travail partout, mais sans référence, sans famille respectable pour me recommander. Les portes se fermaient les unes après les autres. Les regards que je recevais me disaient tout ce que j'avais besoin de savoir sur ma position dans ce monde. Une femme seule, sans protection, sans ressources, était considérée comme moins que rien, une tentation pour les hommes mal intentionnés et une menace pour les femmes respectables. Mon éducation, ma capacité à lire, à écrire, à parler correctement, tout cela ne servait à rien dans les rues froides de Paris. C'est après 2 semaines d'errance que j'ai finalement trouvé une place comme servante dans une maison bourgeoise du 16e arrondissement. Madame Leblanc était une veuve acariâtre qui me payait une misère et me faisait travailler du lever au coucher du soleil. Je lavais les sols, préparais les repas, m'occupais du linge, tout cela pour un salaire à peine suffisant pour louer une chambre minuscule sous les toits d'un immeuble délabré. La nuit, allongé sur mon matelas dur, j'écoutais les rats gratter dans les murs et je pleurais en silence, me demandant comment j'en étais arrivé là. Mes parents avaient été des gens respectables. Papa était comptable dans une entreprise de textile, maman donnait des leçons de piano. Nous n'étions pas riches, mais nous avions une vie confortable, digne. Et maintenant, tout avait disparu. Les mois passèrent dans cette routine épuisante. L'hiver céda la place au printemps, puis, à l'été, je vieillissais prématurément. Mes mains devenaient rugueuses, mon dos me faisait souffrir. Madame Leblanc ne manquait jamais une occasion de me rappeler ma position, de me dire que je devais être reconnaissante d'avoir un toit au-dessus de ma tête. Parfois, je croisais François dans la rue, accompagné d'Hortense, tous deux vêtus avec élégance grâce à l'héritage qu'il m'avait volé. Il détournait les yeux, feignant de ne pas me reconnaître. Cette trahison me brûlait plus que toutes, les injustices que je subissais. Puis, par un après-midi d'octobre, alors que je revenais du marché avec les provisions, un homme élégant s'approcha de moi dans la rue. Il portait un costume impeccable de couleur sombre, un haut de forme, et tenait une canne à pommeau d'argent. Son visage était sévère mais distingué, avec une moustache soigneusement taillée et des yeux gris qui me scrutaient avec une intensité déconcertante. « Mademoiselle Moreau ?» demanda-t-il avec une voix grave et assurée. Mon cœur bondit dans ma poitrine. Personne ne m'appelait ainsi depuis des mois. J'étais devenue simplement la servante, ou la fille. « Oui, monsieur », répondis-je, confuse et méfiante. « Je me présente, maître Dupont, notaire. Je vous cherche depuis plusieurs semaines. Pourrions-nous parler dans un endroit plus approprié ?» Ma première réaction fut la peur. Qu'avais-je fait de mal? Était-ce François qui m'accusait de quelque chose? Mais quelque chose dans le regard de cet homme, une sorte de respect que je n'avais plus vu depuis longtemps, me poussa à accepter. Nous nous rendîmes dans un café proche, où il commanda du thé et des pâtisseries, un luxe que je n'avais pas connu depuis une éternité. « Mademoiselle Moreau, ce que j'ai à vous dire va changer votre vie », commença-t-il en sortant des documents de sa mallette de cuir. « Êtes-vous la fille de Marguerite Moreau, née Beaumont ?»« Oui, monsieur. Ma mère. Elle est décédée il y a 6 mois. »« Je sais. Je suis sincèrement désolé pour votre perte. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que votre mère était la nièce du duc Henri de Beaumont, décédé sans descendance directe il y a 3 mois.
Le monde sembla s'arrêter autour de moi. Un duc? Ma mère ne m'avait jamais parlé de lien avec la noblesse. Nous vivions modestement, sans prétention. Je ne comprends pas, murmurai-je, la voix tremblante. Maître Dupont déplia un arbre généalogique complexe et m'expliqua. Ma grand-mère maternelle avait été la sœur cadette du duc Henri. Elle avait épousé un roturier contre la volonté de sa famille et avait été déshéritée. Le duc, qui n'avait jamais eu d'enfant et dont tous les autres héritiers potentiels étaient morts, avait cherché avant sa mort à retrouver les descendants de sa sœur. Il avait découvert l'existence de ma mère, mais elle était morte avant qu'il ne puisse la contacter. J'étais donc, de manière tout à fait inattendue, l'héritière légitime d'une fortune considérable et d'un titre de noblesse. Je ne pus retenir mes larmes. C'était impossible, absurde, un rêve éveillé. Mais Maître Dupont avait tous les documents, tous les certificats, toutes les preuves. Le château familial dans la vallée de la Loire, les propriétés à Paris, les investissements, tout cela m'appartenait maintenant. J'étais passé de servante misérable à duchesse en l'espace d'une conversation. Il y a cependant une complication, ajouta le notaire, son visage devenant plus grave. Le neveu du duc, le vicomte Édouard de Beaumont, conteste le testament. Il prétend que vous n'êtes pas la véritable héritière, qu'il y a eu une erreur dans les recherches généalogiques. Il a engagé les meilleurs avocats de Paris pour faire annuler votre héritage. Cette nouvelle me ramena brutalement à la réalité. Bien sûr, les choses ne pouvaient pas être si simples. La fortune attirait toujours les vautours. « Que dois-je faire » demandai-je, sentant l'espoir et la peur se mêler dans ma poitrine. « Vous battre, mademoiselle. Vous avez le droit de votre côté, mais le vicomte a l'influence et les relations. Ce ne sera pas facile. » Les semaines suivantes furent un tourbillon. Maître Dupont m'installa dans un hôtel respectable en attendant que la situation légale se clarifie. Je quittai évidemment mon emploi chez Madame Leblanc, qui fut scandalisée d'apprendre ma véritable identité. François et Hortense, eux, se présentèrent à mon hôtel, soudainement pleins de remords et d'affection fraternelle, espérant sans doute profiter de ma nouvelle fortune. Je les renvoyai avec froideur, leur rappelant leurs propres mots lorsqu'ils m'avaient jeté à la rue. Mais le vicomte Édouard se révéla un adversaire redoutable. Lors de notre première rencontre au tribunal, je fus frappé par sa prestance. C'était un homme d'environ 35 ans, grand, avec des traits aristocratiques marqués et des yeux d'un bleu glacial qui me scrutaient avec un mélange de curiosité et d'hostilité. Il portait l'arrogance de ceux qui sont nés dans le privilège et ne comprennent pas comment quelqu'un comme moi pouvait prétendre à leur monde. « Mademoiselle Moreau », dit-il avec une politesse glaciale lors de notre première confrontation dans le bureau de nos avocats respectifs. « Je ne doute pas que vous soyez sincère dans vos prétentions, mais vous devez comprendre que le patrimoine des Beaumont ne peut pas être remis à quelqu'un qui n'a aucune éducation, aucune compréhension de nos traditions et de nos responsabilités. Le duc Henri était un homme âgé et confus à la fin de sa vie. Ce testament n'est pas valide. Sa condescendance me fit bouillir le sang. Monsieur le vicomte, la loi ne fait pas de distinction entre ceux qui sont nés dans le luxe et ceux qui ont dû travailler pour survivre. Je suis l'héritière légitime, que cela vous plaise ou non. » Ses yeux se plissèrent dangereusement. Nous verrons ce que la cour en décidera. Le procès s'éternisa pendant des mois. Les avocats d'Édouard produisirent des témoins douteux qui prétendaient que ma grand-mère avait eu d'autres enfants, que ma mère n'était pas vraiment sa fille, que les documents étaient falsifiés. C'était un barrage constant de mensonges et de manipulations. Mais Maître Dupont et son équipe étaient exceptionnels. Ils démontèrent chaque argument, produisirent des preuves irréfutables, des certificats de naissance, des lettres, des photographies. Ce qui me surprit le plus durant cette période, ce fut Édouard lui-même. Malgré son hostilité initiale, je commençais à percevoir quelque chose de différent derrière sa façade arrogante. Lors d'une pause durant une session particulièrement éprouvante, je le surpris regardant une photographie ancienne que j'avais apportée comme preuve. C'était un portrait de ma grand-mère jeune. Son expression était étrange, presque nostalgique. « Elle ressemble à la peinture que le duc gardait dans son bureau privé », murmura-t-il, plus pour lui-même que pour moi. Il la regardait, souvent surtout vers la fin. Je pense qu'il regrettait la rupture avec sa sœur. Ce fut la première fois que je vis une faille dans son armure. « Vous étiez proche de lui ?» demandai-je doucement. « C'était comme un père pour moi », admit-il, et pour un instant la douleur dans ses yeux était palpable. « Mon propre père est mort quand j'avais 10 ans. Le duc m'a élevé, m'a tout appris. Et maintenant,
Une étrangère va hériter de tout ce qu'il a construit, de tout ce qu'il aimait. Je compris. Alors, ce n'était pas seulement une question d'argent ou de titre, c'était une question de perte, de loyauté, d'identité. Édouard ne voyait pas en moi une personne, mais une menace contre la mémoire de l'homme qu'il avait aimé. Je ne veux pas effacer son souvenir, dis-je sincèrement. Je veux juste comprendre d'où je viens. Il me regarda longuement, comme s'il me voyait vraiment pour la première fois. Puis, sans un mot, il se détourna et quitta la pièce. Le verdict tomba par un froid matin de février. La cour reconnut ma légitimité et ordonna le transfert complet de l'héritage. J'étais officiellement la duchesse de Beaumont. Mais cette victoire avait un goût amer. En quittant le tribunal, je vis Édouard debout sous la pluie, seul, défait. Toute son arrogance avait disparu. Il n'était plus qu'un homme qui venait de perdre le dernier lien avec le père de son cœur. Je m'approchai de lui, ignorant les appels de maître Dupont. « Édouard », dis-je simplement. Il leva les yeux vers moi et je fus choqué de voir des larmes mêlées à la pluie sur son visage. « Félicitations, duchesse. Le château est à vous. Tout est à vous. Venez avec moi, dis-je impulsivement. Venez au château. Montrez-moi qui était le duc. Apprenez-moi ce que je dois savoir. Je ne peux pas faire ça seul. » Il me fixa comme si j'étais folle. « Pourquoi feriez-vous cela ? » Parce que le duc Henri aimait sa sœur malgré tout, et je pense qu'il aurait voulu que nous nous soutenions mutuellement, pas que nous nous détruisions. Ce fut le début d'une transformation inattendue. Édouard accepta mon invitation, d'abord avec réticence, puis avec quelque chose qui ressemblait presque à du soulagement. Le château de Beaumont était une splendeur gothique nichée dans des collines verdoyantes, entourée de vignobles et de forêts. En franchissant ces portes massives pour la première fois, je fus submergé par l'émotion. C'était ici que ma grand-mère avait grandi, où ma mère aurait dû être élevée. C'était mon héritage, mon histoire. Édouard devint mon guide dans ce monde nouveau. Il me montra les portraits des ancêtres, me raconta l'histoire de chaque pièce, m'enseigna les traditions et les responsabilités qui venaient avec le titre. Au début, nos interactions étaient formelles, distantes. Mais peu à peu, alors que les semaines se transformaient en mois, quelque chose changea entre nous. Je découvris qu'Édouard n'était pas l'homme arrogant qu'il avait semblé être. Sous sa façade aristocratique se cachait quelqu'un de profondément loyal, intelligent, et je fus surprise de le découvrir incroyablement seul. Il avait consacré sa vie entière à servir le duc et à préserver l'héritage familial. Il n'avait jamais pensé à lui-même, à ses propres désirs, à sa propre vie. « Pourquoi n'êtes-vous jamais marié ?» lui demandai-je un soir, alors que nous dînions dans la grande salle du château. Les mois d'isolement et de travail commun avaient créé entre nous une familiarité que je n'aurais jamais cru possible. Il sourit amèrement. Le duc avait arrangé un mariage pour moi il y a des années, une alliance stratégique avec une famille noble. Mais je ne pouvais pas. La femme en question était parfaite sur le papier, mais il n'y avait aucune connexion réelle. J'ai refusé, et le duc, malgré sa déception, a respecté ma décision. Depuis, je me suis concentré sur la gestion des domaines. « Vous n'avez jamais ressenti l'envie d'avoir une vie à vous ?» Il me regarda intensément, et quelque chose dans ses yeux me fit comprendre que notre relation avait évolué au-delà d'une simple collaboration pratique. Je commence seulement à comprendre ce que cela pourrait signifier. Mon cœur se mit à battre plus vite. Au cours de ces mois, j'avais moi aussi découvert des sentiments que je n'attendais pas. Édouard était devenu bien plus qu'un conseiller ou un ami. Sa présence me manquait quand il s'absentait. Son rire rare mais sincère illuminait mes journées. Ses opinions et son jugement étaient devenus essentiels à mon bonheur. Mais les complications ne tardèrent pas à surgir. La nouvelle de ma présence au château et de ma collaboration étroite avec Édouard atteignit Paris. Et bientôt, les rumeurs commencèrent à circuler. La société parisienne, toujours avide de scandales, murmurait que j'avais séduit Édouard pour obtenir l'héritage, que tout cela avait été un complot élaboré. François, dans un dernier acte de mesquinerie, répandit des histoires sur mon passé, exagérant et déformant ma période de servitude pour me discréditer. Ces attaques me blessèrent profondément. J'avais travaillé si dur pour établir ma légitimité, pour honorer la mémoire de ma mère et de ma grand-mère. Et maintenant, tout semblait être réduit à des rumeurs sordides. Édouard, furieux, voulut riposter, affronter publiquement ceux qui me calomniaient. « Non », lui dis-je fermement. « Laissez François et les autres parler. La vérité finira par émerger. Je ne vais pas me rabaisser à leur niveau. » « Mais ils détruisent votre réputation, »
protesta-t-il. Ma réputation auprès de qui? De gens qui ne me connaissent pas, qui jugent sans savoir. Ceux qui comptent vraiment connaissent la vérité. C'est à ce moment que je réalisais quelque chose de fondamental. Pendant toute ma vie, j'avais cherché l'approbation des autres. J'avais essayé de correspondre à ce qu'on attendait de moi. Mais mon expérience, de la pauvreté extrême à la richesse soudaine, m'avait appris que la valeur d'une personne ne dépendait ni de sa position sociale, ni de ce que les autres pensaient d'elle. Elle dépendait de ses actions, de son intégrité, de sa capacité à rester fidèle à elle-même face à l'adversité. La véritable révélation vint quelques semaines plus tard, lors d'une découverte dans les archives du château. Édouard et moi explorions les vieux documents, cherchant des informations sur les propriétés familiales, quand nous tombâmes sur une série de lettres cachées dans un compartiment secret d'un ancien bureau. C'étaient des lettres entre le duc Henri et ma grand-mère, écrites avant et après son mariage avec mon grand-père. En les lisant, les larmes coulèrent librement sur mes joues. Le duc avait aimé profondément sa sœur. Il avait désapprouvé son mariage non par snobisme, mais parce qu'il craignait qu'elle ne souffre des difficultés de la vie sans les ressources familiales. Mais après sa rupture avec la famille, il n'avait jamais cessé de la chercher, de s'inquiéter pour elle. Dans sa dernière lettre, écrite quelques années avant sa mort, il exprimait un regret profond d'avoir laissé l'orgueil et les conventions sociales détruire leur lien fraternel. Il l'aimait, murmura Édouard, lisant par-dessus mon épaule. Tout ce temps, je pensais qu'il l'avait oublié, qu'il avait tourné la page, mais il n'a jamais cessé de penser à elle. La dernière lettre était différente des autres. Elle était adressée non à sa sœur, mais à moi, ou plutôt à celle qui viendrait après. Le duc avait écrit ces mots sachant qu'il ne rencontrerait peut-être jamais les descendants de sa sœur, mais espérant qu'un jour, ils trouveraient leur chemin vers le château familial. À ma nièce, ou à mon petit-neveu, ou à qui que ce soit qui lit ces lignes, commençait la lettre. Si vous êtes ici, c'est que j'ai finalement réussi à réparer l'erreur que j'ai commise il y a tant d'années. J'ai laissé l'orgueil séparer ma sœur et moi, et c'est le plus grand regret de ma vie. N'oubliez jamais que la famille, le véritable amour et la loyauté valent plus que tous les titres et toutes les richesses du monde. Ce château, ces terres, cet argent, tout cela n'a de sens que s'ils servent à créer des liens, à protéger ceux que nous aimons, à construire quelque chose qui dure au-delà de nous-mêmes. Ne faites pas la même erreur que moi. Vivez pleinement, aimez sincèrement, et n'ayez jamais peur de choisir le bonheur plutôt que les conventions. Ces mots résonnèrent profondément en moi. Toute ma vie, j'avais été victime des conventions sociales. D'abord quand mon frère m'avait volé mon héritage au nom de la tradition qui favorisait les hommes, puis quand la société m'avait rejeté parce que j'étais une femme seule et sans protection. Et maintenant, je laissais à nouveau les conventions dicter ma vie, en hésitant à reconnaître mes sentiments pour Édouard par peur de ce que les autres diraient. Je me tournai vers lui, et dans ses yeux, je vis le même conflit, la même lutte entre ce que son cœur voulait et ce que la société attendait. « Édouard, dis-je doucement, que voulons-nous réellement ?» Il prit mes mains dans les siennes, ses yeux gris, soudain pleins d'une intensité qui me coupa le souffle. « Je veux être honnête pour la première fois de ma vie. Élisabeth, quand je vous ai rencontrée, je vous ai détestée. Vous représentiez tout ce que je craignais, la fin d'un monde que je connaissais. Mais vous m'avez montré que le changement n'est pas toujours une perte. Vous avez apporté de la vie dans ces murs anciens. Vous avez montré une force et une grâce que peu de personnes possèdent. Et quelque part, en chemin, entre les batailles juridiques et les dîners silencieux, je suis tombé amoureux de vous. Mon cœur explosa de joie, mais aussi d'une peur terrible. Et qu'est-ce que cela signifie pour nous? Les gens diront que c'était planifié, que nous avons conspiré ensemble. Laissez-les parler, dit-il avec une fermeté que je ne lui avais jamais entendue. Le duc avait raison. Nous avons passé trop de temps à nous soucier de ce que les autres pensent, à sacrifier notre bonheur pour des conventions absurdes. Je refuse de continuer ainsi. Je vous aime, Élisabeth. Pas la duchesse, pas l'héritière, mais vous, la femme qui a survécu à la pire des adversités et en est ressortie plus forte. Ces paroles brisèrent les dernières barrières que j'avais construites autour de mon cœur. Je vous aime aussi, avouai-je, et les mots étaient à la fois terrifiants et libérateurs. Mais j'ai peur. Moi aussi, admit-il. Mais j'ai plus peur de passer le reste de ma vie à me demander ce qui aurait pu être. Notre engagement fut annoncé 1 mois plus tard, et comme prévu, cela déclencha un nouveau cycle de rumeurs et de scandales. Mais quelque chose d'inattendu se produisit également. Beaucoup de gens,
particulièrement ceux qui m'avaient vu lutter et persévérer, se rallièrent à notre cause. Des articles de journaux racontèrent mon histoire, non comme un conte de fées où une pauvre fille devient duchesse, mais comme l'histoire d'une femme qui avait refusé d'être brisée par l'injustice et qui avait trouvé l'amour dans les circonstances les plus improbables. Le mariage eut lieu au château, au printemps suivant. C'était une cérémonie simple mais élégante, loin du faste excessif que l'on aurait pu attendre. J'invitai les sœurs de l'hospice, où j'avais dormi durant mes nuits les plus sombres, et les anciennes servantes avec qui j'avais travaillé chez Madame Leblanc. Édouard invita les fermiers et les vignerons qui travaillaient sur les terres familiales. C'était un mélange de classes sociales qui aurait été impensable quelques années auparavant, mais qui nous ressemblait parfaitement. François n'était pas invité, bien sûr, mais il eut le culot de se présenter quand même, accompagné d'Hortense. Il venait, disait-il, pour se réconcilier. Je l'ai reçu dans le salon privé, seul, Édouard respectant mon besoin de régler ce chapitre de ma vie par moi-même. « Élisabeth, commença François avec un sourire forcé, nous sommes de la même famille, après tout. Le passé est le passé. Ne pouvons-nous pas... Le passé est le passé, l'interrompis-je, ma voix calme mais chargée de toutes les émotions que j'avais contenues pendant si longtemps. Tu m'as jeté à la rue, François. Tu m'as dit que je n'étais bonne à rien. Tu m'as volé mon héritage légitime et tu m'as laissé mourir de faim dans les rues de Paris. Et maintenant que je suis duchesse, maintenant que j'ai ce que tu as toujours voulu, tu viens me parler de famille. Il eut au moins la décence de paraître mal à l'aise. Hortense, elle, gardait son masque de fausse cordialité. « Nous avons fait une erreur, dit-elle de sa voix mielleuse. Mais sûrement, en tant que chrétienne, vous pouvez pardonner. » Je les regardais longuement, ces deux personnes qui m'avaient causé tant de souffrance. Et je réalisais quelque chose de libérateur. Ils n'avaient plus aucun pouvoir sur moi. Leur opinion, leur présence, leur existence même n'avaient plus aucune importance dans ma vie. « Je ne vous pardonnerai pas, » dis-je calmement. Non pas par manque de charité chrétienne, mais parce que le pardon exige un véritable repentir, et vous n'en montrez aucun. Vous êtes ici pour profiter de ma position, pas pour réparer vos torts. Mais je ne vais pas non plus chercher de vengeance. Vous vivez avec les conséquences de vos actions et je vis avec les miennes. Nos chemins se séparent ici, définitivement. François devint rouge de colère. « Tu te crois supérieur maintenant, avec ton titre et ton château ?»« Non, répondis-je avec une sincérité absolue. Mais je me connais. Je sais qui je suis, ce que je vaux et ce que je mérite. Et cela n'inclut pas votre présence dans ma vie. » Je les fis escorter hors du château, et en les regardant partir, je sentis un poids énorme se lever de mes épaules. C'était fini. Le chapitre de ma vie où j'étais une victime était définitivement clos. Les années qui suivirent furent les plus heureuses de ma vie. Édouard et moi transformâmes le château en quelque chose de nouveau, un lieu qui honorait les traditions tout en embrassant le changement. Nous ouvrîmes une école pour les filles des familles de fermiers et d'ouvriers, offrant une éducation qui leur permettrait de choisir leur propre chemin dans la vie. Nous modernisâmes les méthodes agricoles sur nos terres, partageant les profits équitablement avec ceux qui travaillaient la terre. Notre premier enfant, une fille, naquit 2 ans après notre mariage. Nous l'appelâmes Marguerite, en l'honneur de ma mère et de ma grand-mère. En la tenant dans mes bras pour la première fois, je pensais à toutes les femmes de ma lignée qui avaient lutté, qui avaient souffert, qui avaient été rejetées et oubliées. Et je me promis que ma fille grandirait dans un monde où elle ne serait jamais définie par les limitations que la société imposait aux femmes, où elle ne serait jamais considérée comme n'étant bonne à rien. Édouard fut un père merveilleux et un mari aimant. Notre relation n'était pas toujours facile. Nous avions nos désaccords et nos moments difficiles, mais elle était réelle, authentique, construite sur le respect mutuel et l'amour véritable. Nous avions tous les deux connu la perte et l'adversité, et cela nous rendait plus forts ensemble. Un soir d'automne, plusieurs années après notre mariage, nous nous promenions dans les jardins du château, regardant le soleil se coucher derrière les collines. « As-tu des regrets ?» me demanda Édouard, sa main dans la mienne. Je réfléchis longuement à sa question. Si tu m'avais demandé cela il y a des années, quand je dormais dans les hospices et que je me demandais où serait mon prochain repas, j'aurais dit oui. J'aurais regretté chaque moment de souffrance. Mais maintenant, non. Cette souffrance m'a appris qui j'étais réellement. Elle m'a montré ma force, ma résilience. Elle m'a enseigné l'empathie pour ceux qui luttent. Sans cette épreuve, je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui, et je ne serais pas ici avec toi. Il m'embrassa doucement. Le duc,
aurait été fier de toi. J'espère qu'il aurait été fier de nous deux, répondis-je. Nous avons pris son héritage, matériel et spirituel, et nous en avons fait quelque chose de meilleur. En regardant notre fille jouer dans les jardins, je pensais à toute la route parcourue depuis cette nuit terrible où François m'avait jeté sous la pluie. J'avais été brisée, mais j'avais été reconstruite. J'avais perdu tout ce que je pensais être pour découvrir ce que je pouvais vraiment devenir. La véritable leçon de mon histoire n'était pas que j'étais devenue duchesse ou que j'avais épousé un homme merveilleux, c'était que notre valeur ne dépend ni de ce que les autres pensent de nous, ni de notre position sociale. Elle réside dans notre capacité à rester fidèles à nous-mêmes, à aimer sincèrement, à agir avec intégrité même quand personne ne regarde. François m'avait dit que je n'étais bonne à rien. Il avait eu tort, mais ironiquement, c'est précisément parce qu'il m'avait arraché tout ce que je possédais, qu'il m'avait réduite à rien, que j'avais pu découvrir qui j'étais vraiment. Sans titre, sans argent, sans protection, j'avais survécu. J'avais gardé ma dignité, mon humanité, ma capacité d'aimer. Et ces choses, personne ne pouvait me les prendre. L'héritage du duc Henri avait changé ma vie matériellement, sans aucun doute. Mais le véritable héritage était plus profond. C'était sa leçon sur l'importance de la famille, de l'amour, du pardon. C'était sa reconnaissance que les conventions sociales ne devraient jamais primer sur le bonheur humain. C'était son regret transformé en sagesse que je pouvais maintenant transmettre à ma propre fille. Les années passèrent et le château de Beaumont devint connu non pour sa grandeur ou son histoire ancienne, mais pour la chaleur de son accueil et la générosité de ses occupants. Des générations d'enfants reçurent leur éducation dans notre école. Des familles prospérèrent grâce aux opportunités que nous créâmes. Et au centre de tout cela, Édouard et moi construisîmes une vie ensemble, imparfaite mais remplie d'amour et de sens. Quand je suis devenue vieille, mes petits-enfants aimaient me demander de raconter mon histoire. Ils trouvaient difficile de croire que leur grand-mère, élégante et respectée, avait un jour été une servante tremblant sous la pluie, rejetée par sa propre famille. « Comment as-tu survécu » me demandait-il, avec des yeux émerveillés. J'ai refusé d'accepter que mon frère avait raison, leur répondais-je. J'ai refusé de croire que je n'étais bonne à rien. Même dans mes moments les plus sombres, même quand tout semblait perdu, j'ai gardé une petite flamme d'espoir et de dignité vivante en moi, et c'est cette flamme qui m'a permis de survivre, jusqu'à ce que les choses changent. « Mais tu as eu de la chance », disait toujours mon petit-fils aîné. « Le duc t'a trouvé. La chance a joué un rôle, admettais-je. Mais la chance seule ne suffit pas. J'aurais pu accepter l'héritage et devenir comme François, avide et égoïste. J'aurais pu rejeter Édouard par rancune pour la façon dont il m'avait traité au début. J'aurais pu laisser l'amertume et la colère définir qui je suis devenu. Ce sont les choix que nous faisons face à la chance, bonne ou mauvaise, qui déterminent vraiment qui nous sommes. Ma fille Marguerite, maintenant adulte et mère elle-même, comprenait peut-être mieux que quiconque. Maman a transformé sa douleur en compassion, expliquait-elle à ses propres enfants. C'est pourquoi elle a créé l'école. Pourquoi elle traite tous les gens avec respect, quel que soit leur statut. Elle se souvient de ce que c'est d'être invisible, d'être considéré comme sans valeur. Édouard et moi vieillîmes ensemble. Nos cheveux blanchirent, nos corps ralentirent, mais notre amour ne faiblit jamais. Dans nos dernières années, nous passions de longues soirées dans la bibliothèque du château, relisant les lettres du duc Henri, réfléchissant aux choix que nous avions faits, aux vies que nous avions touchées. « Aucun regret ?» me demanda-t-il un soir, comme il l'avait fait tant d'années auparavant. « Aucun regret », confirmai-je, ma main ridée dans la sienne. Aujourd'hui, quand je regarde en arrière sur toute ma vie, je vois un fil conducteur que je n'aurais pas pu percevoir dans les moments les plus difficiles. Chaque épreuve, chaque souffrance, chaque moment de désespoir m'a conduite là où je devais être. La cruauté de François m'a appris la compassion. La pauvreté m'a enseigné la gratitude. La lutte pour mon héritage m'a montré ma propre force. Et l'amour improbable que j'ai trouvé avec Édouard m'a prouvé que le bonheur est possible, même après la plus grande des adversités. Mon histoire n'est pas un conte de fées. C'est une histoire de résilience, de transformation, de choix. C'est l'histoire de comment une femme à qui on a dit qu'elle n'était bonne à rien a prouvé que sa valeur ne dépendait pas de l'opinion des autres, mais de son propre cœur, de sa propre intégrité, de sa propre détermination à vivre pleinement et à aimer sincèrement.
Le château de Beaumont restera debout longtemps après que je serai parti, ses pierres anciennes témoins silencieux de générations de joies et de peines. Mais j'espère que l'héritage que je laisserai ne sera pas simplement un titre ou une fortune, mais quelque chose de plus durable. Une leçon sur la force qui réside en chacun de nous, même dans nos moments les plus vulnérables. Une compréhension que notre valeur n'est pas déterminée par notre statut social ou par ce que les autres pensent de nous, mais par la façon dont nous choisissons de vivre, d'aimer et de traiter ceux qui nous entourent. François m'avait dit que je n'étais bonne à rien, mais en m'enlevant tout, il m'avait involontairement donné le plus grand des cadeaux, la possibilité de découvrir qui j'étais vraiment quand tout le reste était dépouillé. Et ce que j'ai découvert était bien plus précieux que n'importe quel titre ou fortune. J'ai découvert que j'étais forte, que j'étais digne, que j'étais capable d'aimer et d'être aimée, que j'avais de la valeur non pas à cause de ce que je possédais, mais à cause de ce que j'étais. C'est la leçon que je veux transmettre à mes enfants, à mes petits-enfants, et à tous ceux qui liront ou entendront mon histoire. Peu importe ce que les autres disent de vous, peu importe combien de fois vous êtes rejeté ou humilié, peu importe à quel point la vie semble impossible, votre valeur intrinsèque ne peut jamais être enlevée. Elle existe au plus profond de vous, indestructible et éternelle. Tout ce que vous devez faire est de refuser d'abandonner, de continuer à vous battre et d'avoir le courage de rester fidèle à vous-même. Le Duc Henri avait raison. La famille, l'amour et la loyauté valent plus que tous les titres et toutes les richesses du monde. Mais j'ajouterais une chose, la connaissance de soi, le respect de soi, la fidélité à ses propres valeurs, ces choses aussi valent plus que tout l'or du monde. Car ce sont elles qui nous permettent de traverser les tempêtes de la vie, de survivre aux trahisons et finalement, de trouver non seulement le bonheur, mais la paix. Ma vie a été longue et riche, pleine de hauts et de bas, de joies et de peines. Mais si je devais la résumer en quelques mots, je dirais ceci. J'étais une femme à qui on a dit qu'elle n'était bonne à rien, et qui a découvert qu'elle était bonne à tout, non pas parce qu'elle est devenue duchesse, mais parce qu'elle a refusé de laisser les circonstances ou les opinions des autres définir sa valeur. Et dans cette découverte réside la véritable liberté, le véritable pouvoir et la véritable noblesse de l'âme humaine.